Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire sur l'actualité des compléments alimentaires en Europe avec un petit focus sur la France. On va commencer tout simplement déjà par une petite phase de présentation. Donc, je m'appelle Guillaume Cousin. Moi, j'ai rejoint Product Life il y a quelques semaines, en tout début du mois de février. Donc je suis assez jeune. Moi j'aime bien dire ça, je suis jeune. Enfin, ça me rassure un peu. C'est aussi mon premier webinaire. C'est assez perturbant d'ailleurs, excusez-moi, parce que je me vois pas du tout et je vous vois pas. Donc en fait, comme je suis pas naturellement une sorte d'influenceur qui a l'habitude de parler à la caméra, c'est assez perturbant, mais on va y arriver. Donc c'est mon tout premier webinaire, je suis très content de le faire avec vous. Donc je suis arrivé, comme je vous le disais, à Product Life il y a tout début du mois de février, en tant que directeur des affaires réglementaires en nutrition et en cosmétique. Auparavant, j'étais dans l'administration pendant quelques années. Je me suis occupé notamment des compléments alimentaires à la DGCCRF, mettre en place toutes les réglementations et les déclarations des compléments alimentaires. J'ai également eu à gérer un certain nombre de dossiers autres, type enrichissement des aliments courants, novel food, étiquetage alimentaire, allégations, etc., etc. Et puis après un petit passage en direction départementale pour encadrer un service de contrôle CCRF, voilà, j'ai décidé de rejoindre le centre d'expertise nutrition et... Pouvez-vous demander si c'est bon, si les gens entendent, parce qu'apparemment il y a une personne qui a fait un message pour dire qu'elle n'entendait pas. Vous pouvez juste... ok, alors on a une info selon laquelle il y aurait des difficultés pour entendre. Bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de difficultés de votre côté. Il y a une personne qui indique à ne pas avoir le son. Bon, j'imagine que me voir, ça suffit pas. Je peux comprendre. Voilà. Bon, manifestement, de ce qu'on dit, tout va bien au niveau du son. Bon, c'est parfait, merci beaucoup. Donc, où en étais-je? Oui, voilà, donc après un petit crochet par un service de contrôle en département, voilà, j'ai décidé de rejoindre Product Life pour retrouver des sujets que j'affectionne particulièrement, et puis c'est une équipe très très dynamique. Et puis voilà, je suis accompagné aujourd'hui de Floriane. Bonjour, donc Floriane, je suis consultante en affaires réglementaires chez Product Life RNI depuis maintenant 4 ans, puis je vais accompagner Guillaume sur ce webinaire. Petit moment aussi de présentation de Product Life, parce que vous savez que RNI donc, a intégré Product Life Group, donc ce qui induit quand même un certain nombre de changements, puisque l'offre de PLG est quand même assez large et assez diversifiée. On ne va pas rentrer dans le détail de toutes les activités du groupe, bien évidemment, ce n'est pas l'objet de ce webinaire. Mais c'est juste pour vous montrer que, vous voyez, nous, on est ici pour représenter le centre d'expertise nutrition et cosmétique, avec notamment une spécificité affaires réglementaires en nutrition. Mais l'offre proposée par l'ensemble du groupe est beaucoup, beaucoup plus large. Elle touche différents secteurs de produits de santé et elle intègre différents services de nature très très diversifiée. Donc, ce qui est un avantage pour nous parce qu'on a de fait beaucoup de ressources en interne. Pour ce qui est du webinaire aujourd'hui, donc l'objectif, comme je vous disais tout à l'heure, c'est de vous parler de la réglementation, des évolutions réglementaires dans le complément alimentaire en Europe et puis avec un focus sur la France. De fait, il se passe quand même beaucoup de choses. L'objectif, c'est pas forcément d'être exhaustif, mais c'est plutôt quand même de vous orienter vers les grandes tendances qu'on a pu voir. Et surtout, et c'est ça un peu l'exercice le plus délicat, c'est d'essayer de se projeter. Donc, on n'a pas de boule de cristal,
on peut pas deviner tout ce qui peut se passer. Des fois, il y a des surprises. Bon, c'est aussi le charme de notre métier. Mais voilà, c'est quand même d'essayer au travers de ces grandes tendances de vous donner des orientations. Donc tout ça pour vous dire qu'on va pas non plus rentrer dans le détail, on va pas lister tout ce qui s'est passé, tous les textes qui sont sortis, déjà un parce que ça serait pénible pour vous, et puis deux, ça serait pas forcément très intéressant à ce stade. Voilà, donc pour l'instant, vous n'avez pas le droit de parler, mais vous pouvez toujours communiquer dans le chat, et puis on essaiera de répondre à un certain nombre de questions, même si on ne pourra pas bien évidemment aborder tous les aspects. Mais on sera à votre disposition ensuite pour essayer d'y répondre par la suite. Voilà. Pour ce qui est de l'intervention en elle-même, on va distinguer trois grandes parties. On va s'intéresser dans un premier temps à tout ce qui touche aux ingrédients des compléments alimentaires, leur composition. Parce que vous le verrez, c'est surtout dans ces domaines-là, finalement, qu'on a eu beaucoup d'actualités en 2024 et probablement aussi en 2025, vous le verrez. On parlera également, bien évidemment, de tout ce qui touche à l'information des consommateurs et aux allégations, même si là, c'est un peu moins actif, on va dire, pour l'instant. Et puis, on abordera également quelques points relatifs à la commercialisation des produits, c'est-à-dire, en fait, tout un point sur la notification, quels sont les aspects un peu nouveaux en termes de notification. Et puis moi, je voudrais également vous parler un peu des contrôles, hein, bien évidemment. Ça, je peux pas m'en empêcher, hein, bien évidemment. C'est dans ma nature profonde. Et voilà, je trouvais ça intéressant de partager quelques infos avec vous. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec la composition. Et puis, je vais passer la parole à Floriane pour commencer par les vitamines. Voilà. Alors, donc du coup, en termes de nouveautés, on a eu pas mal de choses plutôt sur les nutriments au niveau européen puis au niveau français. Donc déjà pour démarrer, au niveau européen, on a eu l'autorisation d'une nouvelle source de fer dans les denrées alimentaires, donc qui est le casénate de fer. Donc on a eu la publication du règlement 2024-1821, donc qui va modifier l'annexe 2 du règlement 1925-2006 concernant l'adjonction de vitamines et minéraux dans les denrées alimentaires, et l'annexe 2 du règlement 2002-46 spécifique sur les compléments alimentaires. Donc du coup, ces changements concernent effectivement l'adjonction de casénate de fer du lait aux denrées alimentaires et son utilisation dans la fabrication des compléments alimentaires. Donc la publication de ce nouveau règlement fait suite à un avis de l'EFSA qui a statué sur la sécurité de cet ingrédient en tant que novel food. Et donc on a des doses qui ont été déterminées, notamment des doses pour les adultes avec 700 mg de caséinate de fer en dose maximale journalière, donc ce qui correspond à 14 mg de fer. Et pour les enfants et les adolescents de moins de 18 ans, à l'exclusion des nourrissons et des enfants en bas âge, on a une dose maximale ici par contre de 350 mg de caséinate de fer, donc soit 7 mg de fer. Et donc il est précisé que pour cette nouvelle source de fer, il doit normalement y avoir un avertissement qui explique que ça ne doit pas être consommé pour les enfants de moins de 3 ans ou si il y a d'autres sources d'aliments qui contiennent du caséinate de fer ou d'autres sources d'aliments enrichis en fer, consommés le même jour. Donc ensuite, en termes d'actualité au niveau européen, on a toujours le travail sur les UL ou les AMT, les apports maximum tolérables, qui est fait par le groupe de travail de l'EFSA. Donc ça a continué en 2024, on en a déjà eu une partie en 2023 et on a eu 3 nouveaux avis au cours de l'année 2024, avec notamment le fer, la vitamine A et la vitamine E. Donc pour le fer, ça a été publié en juin 2024, et ce qui ressort en fait de cet avis, c'est qu'il n'y a pas eu d'établissement d'apport maximal, même si il est clair qu'il y a qu'une surcharge en fer entraîne une toxicité. Mais par contre, ils ont établi des niveaux de consommation sûrs en fonction des populations. Au niveau de la vitamine A et du bêta-carotène, l'avis a été publié aussi en juin. Et donc là, pour la vitamine A, on a eu des nouveaux UL uniquement pour les nourrissons. Et sinon, les autres sont restés les mêmes que précédemment.
Et pour le bêta-carotène, alors ils n'ont pas mis en évidence une teneur maximale ou un apport sûr avec les données qui sont disponibles. Ils ont précisé que rien n'indiquait que l'apport en bêta-carotène venant d'un régime soit associé à des effets néfastes. Mais par contre, ils ont quand même réinsisté sur le fait que les fumeurs doivent éviter de consommer des compléments alimentaires avec du bêta-carotène. Et pour le dernier avis qui a été publié, lui, en août 2024, donc c'est un peu la même chose que pour la vitamine A. On a des nouveaux UL qui ont été établis uniquement pour les nourrissons. Et donc pour les autres populations, ça reste la même chose que les UL précédents. Donc tous ces travaux sur les UL au niveau européen aussi participent évidemment au nouveau travail en fait, d'harmonisation des limites maximales en vitamines et minéraux autorisés dans les compléments alimentaires. Donc c'est des travaux qui sont au niveau européen, c'est relativement flou. On ne sait pas exactement ce qui va ressortir de ces travaux. En tout cas, il y a un groupe de travail qui est prévu pour mars 2025. Et donc, il n'y a aucun texte qui n'a été communiqué aux États membres. Et il y a seulement un document de travail qui propose normalement un modèle d'harmonisation européen qui a été diffusé. Mais par contre, la Commission européenne a vraiment demandé aux États membres de ne pas communiquer sur les travaux et sur le contenu de ce document de travail. Donc en fait, sur l'année 2025, ça va être vraiment un enjeu important de suivre l'avancée de ces travaux parce que ça va être déterminant pour le secteur, pour l'ensemble des États membres. Et puis, on va le voir par la suite, notamment pour la France. Puis il faut espérer que la Commission européenne avance sur le sujet parce que je crois que de mémoire, c'est peut-être la 3e fois qu'elle initie la réflexion. Donc, on va espérer que cette fois, ce soit la bonne. Puisque du coup, je pense que vous le savez déjà, mais la France a commencé à vouloir mettre à jour l'arrêté sur les nutriments. Et donc, pour vous redonner un petit peu le contexte, l'ANSES a été saisie en septembre 2023 par la DGL pour obtenir un avis sur la mise à jour de l'arrêté du 9 mai relatif aux nutriments pouvant rentrer dans la fabrication des compléments alimentaires. Donc, l'ANSES a publié son avis en 2024. Et donc, la mise à jour du projet d'arrêté de la DGL reprend les recommandations de l'ANSES. Et donc, dans les évolutions principales qu'on a pu constater, c'est une baisse assez significative des doses journalières maximales pour plusieurs nutriments, et notamment, par exemple, pour la vitamine C, où on était dans les recommandations sanitaires de la DGCCRF à 1000 mg par jour en dose maximale, et là, on passe à 208 mg, ce qui est une baisse qui est considérable. Pour le zinc, on passe de 15 mg à 9,7 mg. Donc, en fait, on se rend compte que la plupart des compléments alimentaires qui sont sur le marché sont beaucoup autour de 10 mg. Donc, ça va aussi impacter ces compléments alimentaires. On a également une baisse pour le sélénium, pour le magnésium et pour d'autres vitamines et minéraux qu'on n'a pas tous détaillés ici. En tout cas, il n'y a pas de DGM la DGM est à 0 pour le bore, par exemple. On n'a pas de DGM pour la biotine et le chlore qui ont été déterminés. Et ils ont bien précisé qu'un encadrement médical est nécessaire pour la supplémentation en nutriments pour les nourrissons, les enfants de moins de 3 ans, et que ces avertissements doivent figurer sur les packs si la population visée n'est pas clairement exclue. Et ils proposaient également une période de transition de 7 mois avec écoulement des stocks jusqu'à juin 2026. Donc, évidemment, ces évolutions pourront potentiellement avoir un impact très important sur le secteur, avec notamment, par exemple, des nécessités de reformulation des produits, de refaire des packs. Voilà, donc c'est pas rien. Donc, il y a eu des discussions avec les syndicats, notamment, par exemple, avec Synadia et Neres et les autorités, pour mettre en avant les différentes problématiques liées à ces évolutions, et pour que les autorités puissent être au clair vraiment sur l'impact de toutes ces évolutions sur le secteur. Donc, notamment, ils ont insisté sur la coordination nécessaire entre le calendrier français et le calendrier européen. Parce qu'en fait, en parallèle, en Europe, ils sont justement en train de travailler sur une harmonisation des limites. Donc, il ne faudrait pas que ça puisse mener à une double reformulation, d'avoir des limites en France, puis ensuite des limites au niveau européen qui soient publiées et que, du coup, les industriels soient impactés. La période de transition identifiée a été trop courte, et les baisses de DGM, elles vont être plus importantes, par exemple, sur certains, par exemple, je pense à la vitamine C, vont être plus strictes
que dans d'autres États membres. Donc, à la suite des dernières discussions, la DGL a effectivement bien confirmé que le projet d'arrêté nutriments ne sera pas publié en 2025 pour prendre en compte notamment les travaux d'harmonisation européens. Donc, ils ont précisé que si les travaux européens n'avancent pas à la fin de l'année, la DGL publiera l'arrêté en début d'année 2026. Et ils ont bien précisé aussi avoir entendu la demande des opérateurs d'éviter plusieurs reformulations et du coup d'essayer de coordonner en fait la publication de l'arrêté nutriments et de l'arrêté substance, dont on va parler un petit peu plus tard. Et évidemment, la publication de l'arrêté devra passer par le portail TRIS pour une période de consultation de 3 mois. Donc, sur le sujet des nutriments, en fait, sur cette année 2025, ça va vraiment être dépendant de ce qui se passe au niveau européen et des travaux qui vont être menés pour finalement voir plus clair sur ce sujet. Oui, c'est d'autant plus difficile que, comme l'a dit Floriane, on n'a pas trop d'idées du projet, en tout cas du document que la Commission européenne met sur la table. Donc c'est vrai que ça génère forcément beaucoup d'incertitudes. Alors certes, on a je dirais presque un an, mais un an ça passe vite et sans trop savoir à quelle sauce on va être mangé, c'est un peu compliqué. Donc ensuite, il y avait aussi comme projet la mise à jour de l'arrêté substance en France. Donc l'ANSES a été saisie en 2023 pour obtenir son avis au sujet des substances à but nutritionnel et physiologique. Et donc cet avis sera prochainement publié. Donc pour l'instant, on n'a pas spécifiquement de date. Et donc cet avis servira de base pour le nouvel arrêté substance. Donc, comme je l'ai déjà dit, la DGL a bien entendu le fait que la publication des 2 arrêtés substances et nutriments serait plus pratique pour le secteur. La publication en parallèle serait mieux, en tout cas pour le secteur, pour éviter justement les doubles reformulations des compléments alimentaires. Donc, ça va vraiment être le sujet à suivre, la publication de l'ANSES, voir un petit peu ce qui va être dans le projet d'arrêté et du coup le potentiel impact sur le secteur des compléments alimentaires. Et donc ensuite, on voulait vous faire un point sur le règlement HAD et tous ses rebondissements, puisque pour vous faire un historique et un peu de savoir où est-ce qu'on en est actuellement. Donc, en mars 2021, donc, il y a eu la publication du règlement 2021-468 qui concerne les espèces végétales contenant des dérivés hydroxyanthracéniques. Et donc, en fait, certaines espèces végétales ont été placées en partie A, donc c'est-à-dire interdites, et placées en partie C, donc c'est-à-dire sous contrôle communautaire, où finalement les données qui demandaient aux industriels de fournir des données pendant une période pour pouvoir restatuer sur la sécurité finalement de ces espèces végétales. Donc ce qui avait un impact important. Mais en 2021, il y a eu un recours en annulation contre ce règlement qui a été fait. Et en fait, 3 ans plus tard, du coup en fin 2024, en novembre 2024, il y a eu la décision du tribunal de l'Union européenne qui annule le règlement HAD. Donc au motif que la partie C ne permet pas d'avoir une substance, la partie C ne doit contenir que des substances et non des préparations de plantes. Or là, c'était des préparations de plantes contenant des HAD qui avaient été mis dans cette partie. Et une absence de seuil en HAD pour interdire les préparations contenant de l'hémodine et de l'aloémodine, ainsi que les préparations à partir de feuilles et des espèces d'aloe contenant des HAD. Donc on n'avait pas de seuil pour cette partie. Donc du coup, le règlement a été annulé. Sauf qu'en janvier 2025, il y a eu 2 recours de la Commission européenne contre les arrêts du tribunal de l'Union européenne au sujet de ce règlement. Donc, ça va vraiment être un sujet à suivre en 2025 pour voir comment est-ce que ça évolue. En tout cas, pour le moment, l'annulation est bien suspendue et le règlement est donc toujours applicable. Et donc là, la DGL a vraiment insisté sur ce sujet-là pour dire que
le règlement est toujours applicable. Donc, il ne faut pas rester sur l'annulation et bien prendre en compte ces interdictions. Juste par rapport à ça, vous voyez, entre le moment où le recours en annulation a été introduit en 2021 et la décision de la CJUE, il y a à peu près 3 ans qui se sont écoulés. J'ai pas du tout d'idée du temps que peut mettre la CJUE pour se prononcer sur le recours, parce que le traitement du dossier sera différent. On peut penser que le sujet maintenant est bien connu de la CJUE et que les arguments qui sont avancés par la Commission européenne seront traités par le même avocat général. Donc on peut penser que ça ira plus vite. Néanmoins, bon, rien ne garantit qu'on aura une réponse en 2025. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus miser sur une réponse rapide de la CJUE. Il vaut mieux rester sur l'idée effectivement que le règlement reste applicable. Je reviens aussi un peu sur ce qu'on disait là, sur les nutriments et les substances par rapport à l'orientation prise par la DGL. C'est quelque chose que je peux partager avec vous, c'est que de manière générale, c'est vrai que la DGL s'appuie beaucoup sur l'ANSES dans son processus de gestion, ce qui est tout à fait normal, puisque c'est le processus tel qu'il est défini par le règlement 178/2002 avec une évaluation des risques et ensuite sur la base de cette évaluation une gestion. Mais historiquement et de mon expérience, et c'est pas du tout une critique ni un jugement, loin de là, c'est juste pour moi très très factuel, la DGL suit très très strictement les avis de l'ANSES à la lettre. Il y a très peu de situations où la DGL va s'éloigner de l'avis de l'évaluateur en tenant compte d'autres facteurs légitimes, comme le permet le 178/2002. Ça peut être des facteurs économiques, des facteurs sociologiques, des facteurs juridiques. Des fois, on peut avoir des avis de l'ANSES qui disent, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, ça serait mieux d'étiqueter ça, mais techniquement, c'est impossible parce qu'on ne peut pas analytiquement obtenir la donnée. Bon, là, ça serait une solution légitime pour s'écarter de l'évaluation du risque. Mais même quand c'est pas aussi évident, de manière générale, encore une fois, la DGL suit les avis de l'ANSES à la lettre. Alors justement, maintenant, on va parler un peu des plantes, après avoir vu les nutriments et les substances. On va aborder le troisième problème bien connu qui est celui des plantes. Un peu comme pour les vitamines, minéraux et les substances, le fait que la DGL ait repris le sujet de la sécurité sanitaire des aliments d'origine végétale, dont les compléments alimentaires, fait qu'il y a eu une remise à plat des dispositions en matière de compléments alimentaires dès lors qu'elles étaient nationales, avec ce processus que je viens de vous décrire, donc saisine de l'ANSES et prise d'un nouvel arrêté. Néanmoins, ce travail, qui est déjà pas évident sur vitamines, minéraux et substances, est encore plus compliqué pour les plantes, je ai d'expérience, parce que déjà, on a beaucoup plus de lignes. On passe de 30 minéraux à 500 plantes, et là, à 500 substances, et ensuite à plus de 1000 plantes. Donc déjà, c'est un premier niveau de difficulté. Ensuite, on sait quand on parle de plantes, on parle aussi de différentes parties, on parle de différents types d'extraits, on parle de métabolites secondaires. Donc, il y a un niveau de complexité qui est encore supérieur. Et donc, c'est un travail qui s'annonce probablement un peu plus long que les deux précédents. Alors, ce travail soulève deux interrogations principales, c'est sur le fond et sur la forme. Alors, sur la forme, l'orientation qui a été suggérée par la DGL est celle de voir une version un peu similaire à celle de l'arrêté royal belge, avec une liste positive et une liste négative. Cette liste négative étant présentée expressément
expressément comme un moyen de s'opposer à la reconnaissance mutuelle. De fait, si vous arrivez avec un complément alimentaire avec une plante qui est sur la liste négative, le complément alimentaire, sur la base de l'article 16 en reconnaissance mutuelle, serait alors refusé. Ça pose bien évidemment un certain nombre de questions. Déjà, la question du fondement juridique, pour moi, de base, puisque tout simplement le décret complément alimentaire ne permet pas de prendre des listes négatives. Le décret complément alimentaire dit vous établirez par arrêté la liste des plantes qui sont contenues dans les compléments alimentaires que vous avez autorisés. Donc déjà, il y a une première question, c'est sur quelle base juridique va s'appuyer cet arrêté. Et puis ensuite, c'est la question de la compatibilité avec le droit de l'Union européenne. Alors déjà, de fait d'établir une liste négative, alors on va me dire, bah oui, mais les Belges en ont une, mais sauf que les Belges, c'est vrai que leur réglementation est assez ancienne. Maintenant, quelle est la compatibilité entre une liste négative et le règlement 1925-2006? Et puis, bien évidemment, quelle est la marge de manœuvre dont on dispose en appliquant une liste négative quand on a de la reconnaissance mutuelle. Sur un sujet aussi complexe que les plantes dont je parlais tout à l'heure, c'est loin d'être évident parce que l'interdiction est la mesure la plus restrictive qu'il soit en termes de liberté. Donc il faut qu'elle soit justifiée par des éléments de risque et des éléments assez fournis. Interdire une plante dans sa totalité, quel que soit l'extrait, quelle que soit la partie de plante utilisée, ça implique que la plante soit extrêmement dangereuse. On le voit sur le dossier cannabis, que la question se pose de quelle partie de plante on a le droit d'utiliser ou pas. Interdire toute la plante dans sa totalité, c'est quand même quelque chose d'assez restrictif, et donc ça doit être étayé par des forts arguments sanitaire, et je ne suis pas sûr qu'à l'heure actuelle on dispose de ces éléments-là. En tout cas, voilà, ça pose un certain nombre de questions. Et sur le fond, on sait que la DGL a l'intention de reprendre la liste des plantes qui ont déjà été autorisées, mais assorties des recommandations soit proposées d'ores et déjà par l'ANSES. Elle a rendu un avis, je crois que c'était en 2023, sur le recours aux monographies de l'Agence européenne du médicament, ou alors au travers d'avis spécifiques qu'on a pu avoir, par exemple curcuma, berbérine, etc., ou encore des choses qui peuvent apparaître dans le Nouvel Food Catalogue. Donc on sait que cet arrêté va s'établir sur ces bases-là. Maintenant, que va contenir la liste négative? Jusqu'où on va aller dans la prise en compte des monographies de l'EMEA, enfin en tout cas des recommandations de l'ANSES, c'est encore une inconnue. Ce qui est sûr, c'est que le projet d'arrêté devrait être envoyé dans le courant de l'année, si j'ai bien suivi, avec toutes les nuances et précautions que je vous disais en introduction du sujet, c'est-à-dire que c'est un sujet très complexe. Donc, voilà. Quels sont les risques pour vous, opérateurs? Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on discute. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que vous ayez en tête, dans votre réflexion globale sur le sujet, tout ce qui existe. Donc, je vous parlais tout à l'heure de l'avis de l'ANSES sur les recommandations de l'Agence européenne du médicament. Moi, ce que j'ai identifié d'important dans cet avis, c'est bien évidemment, une maîtrise importante de la qualité de vos produits, c'est-à-dire avec des informations précises sur la préparation de plantes qui est mise en œuvre dans le produit fini, et puis une capacité pour vous également à définir une analyse de risque précise, c'est-à-dire être capable d'identifier dans quelle situation ça peut présenter un risque, sur certaines populations très très spécifiques, on sait, femmes enceintes, enfants, etc. Donc, ça, il y a un besoin d'être, ce que j'ai envie de dire, solide sur ses bases. Moi, quand je dis solide sur ses bases, ça veut dire être capable de dire, moi, j'ai fait une analyse de risque, je maîtrise mon produit et j'ai fait une analyse de risque et je sais que ce que j'affirme est fondé scientifiquement. On a aussi très récemment, et c'est assez intéressant, un document de réflexion de l'EMEA sur l'utilisation qui est faite de ces monographies, et de manière assez, je dirais, assez insidieuse.
l'agence européenne dit alors on sait très bien qu'une plante, enfin une herbal substance, ne peut pas être considérée de fait comme un médicament traditionnel à base de plantes. Dès lors qu'il y a une plante médicinale à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien immédiat et logique entre présence d'une plante médicinale et de fait le produit devient un médicament. Et encore heureux, parce que une plante médicinale, ça peut être l'ail par exemple, donc on ne va pas commencer à qualifier de médicament tous les produits qui contiennent de l'ail. Mais quand je dis de manière insidieuse, bon, ils disent quand même que dès lors que le produit contient une préparation de plante qui, compte tenu de sa composition, de son dosage et de son indication, ça c'est important quand même, tout ça peut servir à conclure que le produit répond à la définition d'un médicament. Pourquoi je vous en parle? Parce que tout simplement, le risque est fort de voir des extraits assez traditionnels, des extraits à queue. Enfin, en tout cas, je dis pas que les autorités nationales vont se saisir de ça, mais en tout cas, l'idée, c'est quand même de dire attention, même un extrait à queue traditionnel, selon le MEA, dès lors qu'il est utilisé dans un produit, fait que le produit devient un médicament par fonction. C'est une position que le MEA a toujours défendue. Sur une position avec laquelle j'avais eu l'occasion par le passé de discuter avec la NSM. Ça peut être assez large comme interprétation, donc il faut faire attention à ce point de vue-là. Autre aspect important, c'est dans les éléments de contexte, c'est les préoccupations sanitaires qui ont été mises en avant par l'ANSES au travers de la nutri-vigilance, au travers de ces avis très très spécifiques. Hein, je vous ai mis quelques exemples. Enfin, la plupart des avis rendus par l'ANSES sur des plantes. Et l'EFSA a été saisie de plusieurs situations. Alors elle-même, elle s'est déjà prononcée ou elle est en cours de restitution d'avis sur un certain nombre de situations. Alors on sait qu'elle s'est déjà prononcée sur les dérivés hydroxyanthracidiques. On a une réflexion en cours sur berbérine, plan acide hydroxycitrique, fenouil. Petite parenthèse, il y a un avis sur l'acide alpha-lipoïque au titre du règlement 1925-2006 qui va sortir aussi dans pas très très longtemps. Donc elle est en cours d'évaluation d'un certain nombre de situations et on sait qu'elle a été sensibilisée et on lui a demandé de travailler sur les sujets qu'on connaît, hein, plante à coumarine, plante acidéphrine, curcuma, maca, vitalien, etc., etc. Des plantes qui ont été déjà identifiées par l'ANSES et on sait que c'est le fruit de la réflexion notamment du groupe de travail qui s'appelle Head of Agencies, qui regroupe toutes les agences d'évaluation sanitaire en Europe. Donc on se doute bien que l'ANSES, dans ce contexte-là, milite pour que soit mieux pris en compte le risque plante au niveau européen. Donc le conseil à ce stade, nous, que l'on peut faire, c'est effectivement, je vous le disais tout à l'heure, être solide sur les bases, être capable être en mesure d'expliquer très explicitement ce que contient son produit en termes de préparation de plantes et d'anticiper les éventuelles restrictions qui ont été identifiées par les agences parce qu'on sait que, alors tout d'abord, elles sont relativement légitimes quand même, hein, c'est quand même des choses qui sont très étayées au niveau européen, mais surtout aussi quand on a de l'incertitude sur des populations très très spécifiques. Donc ayez ça en tête parce que c'est une contrainte qui risque d'arriver très très prochainement. Alors on va passer maintenant au niveau un peu plus européen avec la question du novel food. Là, c'est ce que je vous disais en introduction, on ne va pas balayer ensemble toutes les révisions du catalogue ou toutes les décisions qui ont été rendues parce que c'est pas tellement l'objectif. Je voulais juste attirer votre attention sur 2 points. Déjà, d'une part, le fait que l'EFSA a mis à jour 4 lignes directrices, dont 3 pour le novel food. Tout ce qui est ligne directrice administrative et puis sur les scientific requirements pour les dépôts de dossiers classiques, j'ai envie de dire, en novel food. Alors ce sont des documents qui sont pour nous très très importants parce que déjà ça clarifie énormément la procédure,
C'est vrai que historiquement, le sujet novel food fait un peu peur parce qu'on se dit, oh là là, c'est une grosse machinerie, c'est européen, on demande plein de documents. Et puis surtout, on arrive avec un dossier et on se dit, oh là là, pour combien d'années j'en ai, hein. En réalité, l'EFSA a fait énormément de progrès sur le sujet, aussi bien dans les délais, même si là on sait qu'ils sont un peu sous l'eau, mais aussi en amont sur l'accompagnement, sur les échanges au moment du dépôt de dossier. Et ça, c'est une nouvelle pierre à l'édifice, j'ai envie de dire, parce que l'idée, c'est vraiment d'essayer d'être le plus explicite possible sur ce qui est attendu en amont pour éviter des stocks de cloques, quoi. C'est ça qui faisait aussi que les dossiers pouvaient prendre parfois beaucoup de temps. C'est ah oui, d'accord, vous avez donné ça, mais il nous manque telle info, et puis voilà, c'est ça qui faisait que les procédures pouvaient être un peu longues. Et là, l'idée, c'est vraiment de clarifier en amont tout ce qui est demandé. Alors, définition très très claire de la procédure et définition de ce qui est attendu. Alors, je vous ai mis là en diapo suivante un joli petit dessin de toutes les informations qui sont attendues par l'EFSA en termes de caractérisation du novel food, de sa composition et puis après des aspects plus scientifiques et toxiques. Donc voilà, c'est joli, mais c'est surtout pour vous montrer à quel point c'est exhaustif. Et puis on a eu également des lignes directrices pour les scientific requirements, pour les demandes pour les novel food, de reconnaissance en fait de traditionnalité dans des pays tiers. Et puis on a eu une mise à jour aussi d'un guidance sur les sources de vitamines et minéraux. Donc voilà, c'est des documents qui sont, je trouve, essentiels pour la réussite des dossiers. Voilà. Et puis l'autre point sur lequel je voulais attirer votre attention, bien évidemment, c'est sur le Novel Food Catalogue et les décisions. Et je vous ai juste mis là les liens vers les endroits où vous pourrez avoir l'ensemble des informations. Toutes les autorisations sont reprises dans le règlement qui établit la liste des novel food autorisés. Pensez bien à regarder la version consolidée. Et puis le catalogue est également disponible en ligne. Et ce qui est intéressant, c'est que la Commission européenne a mis en place une sorte de un répertoire des dernières décisions, ce qui permet quand même de suivre un peu plus facilement tout ce qui est discuté au cours du groupe de travail. Je me restreins de dire des bêtises, mais bon, non, c'est parce que quand j'y allais, des fois, j'appelais ça café du commerce, parce que c'est vrai qu'il y avait un petit côté à l'époque. Ah oui, moi je sais que chez moi c'était consommé. Enfin bref, passons. Mais non, mais on voit quand même que là, ça s'est globalement grandement amélioré. Et ça permet quand même plus facilement de suivre les évolutions du Novel Food Catalogue plutôt que de passer en revue toutes les pages. Là, on sait concrètement tout ce qui a été discuté. Là, par exemple, on sait que très récemment, une mise à jour de la diosmectite qui pourrait être considérée comme un novel food. Voilà. Donc, c'est important, je pense, de suivre ça parce que on peut se retrouver dans des situations avec des ingrédients qu'on pensait autorisés, enfin, en tout cas admis sur l'ensemble du territoire européen, et puis voilà, comme ça, du jour au lendemain, une mise à jour du Novel Food Catalogue, et là, on découvre, pas de bol, c'est Novel Food. Donc, il y a quand même des impacts, et c'est important de suivre ça. C'est encore moins ça? Oui, c'est encore moins. Allez, je continue. Bah oui, le CBD, un de mes sujets préférés aussi. Voilà, je voulais juste partager avec vous quelques éléments concernant le CBD, parce qu'il se passe quand même pas mal de choses sur le sujet. Alors, au niveau européen, pas grand-chose de nouveau. On le sait, le CBD est considéré comme un novel food, donc pas d'ajout direct, pas de concentration du CBD dans des ingrédients que l'on incorporerait dans des denrées alimentaires. Au niveau européen, il y avait des dépôts de dossiers pour demande d'autorisation au titre du règlement Novel Food. Je crois qu'il y en a une quinzaine, 16, enfin peu importe.
Et elles sont toutes bloquées depuis 2022. En fait, l'EFSA attend des données toxico nouvelles, mais rien ne vient à l'horizon. Et le risque est quand même assez fort de tendre vers un avis négatif quand même. Je mettais un petit point d'attention aussi sur le fait qu'en parallèle, dans la réglementation sur les contaminants, il y a des échanges sur le THC. Le THC est susceptible d'être présent dans des produits, notamment d'origine animale. Alors, déjà, de base, la question se pose par exemple pour la graine, mais même on sait par exemple que lorsque les vaches sont amenées peut-être à brouter du cannabis, bon, elles se sentent très très bien, elles sont détendues, mais le risque c'est quand même de retrouver du THC dans le lait ou la viande. Et il y a toute une réflexion là sur la présence de THC dans les produits d'origine animale. Et l'EFSA a établi une ARFD à 1 microgramme par kilo de poids corporel. Donc c'est comment dire, une dose scientifique. On n'est pas encore dans l'application réglementaire, mais appliqué aux produits alimentaires, on arriverait à des choses de l'ordre du ppm, hein, donc des niveaux très 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 bas, très loin des, je sais plus, 0,1% donnés par la réglementation sur les stupéfiants. Mais voilà, donc ça, il faut l'avoir en tête. En France, la situation, elle est extrêmement complexe parce que on le voit, il y a des sujets européens, il y a des sujets nationaux. Au niveau national, le cannabis est sur la liste des molécules, comment on appelle ça, les molécules, j'ai oublié le nom, mais bon, peu importe, hein, mais bon, en gros, ils considèrent que ça doit être strictement vénéneuse, des substances vénéneuses. Mais voilà, donc c'est une situation relativement complexe. Là, je vous ai mis un site, un lien vers le site de la Mildeka qui fait un récap très très clair. Alors là, en plus, parce que l'idée c'est qu'on peut retrouver aussi ça dans les produits alimentaires, mais aussi dans les produits de vapotage, etc. Et donc là, cette page a été alimentée et elle est extrêmement claire. On sait que récemment, il y a eu pas mal d'effets indésirables liés à des produits contenant du CBD. Alors, les effets étaient soit assimilés au CBD, soit au THC, soit des dérivés hémisynthétiques du CBD, ce qui a conduit d'ailleurs la NSM à introduire des nouvelles substances. Donc, il y a un contexte qui est quand même globalement défavorable avec une expression de beaucoup d'effets indésirables remontés notamment au centre antipoison. Et puis, la DGAL maintient un plan de contrôle sur le sujet, ça il faut le savoir, et elle donne comme instruction de retirer les produits du marché dès lors que la teneur en CBD dépasse 20%, ou alors si l'exposition globale conduit à un dépassement de la dose de 50 mg par jour. Et si jamais le CBD se retrouve dans des produits ciblés enfants, type bonbons par exemple, alors là c'est carrément des 100 ppm, le produit retiré du marché. Donc une politique répressive, ou en tout cas pas répressive, mais en tout cas qui veut réguler le marché de manière assez forte. Et puis pour vous donner aussi un aperçu de ce qui peut se passer ailleurs en Europe, en Italie, le chanvre a été interdit, en tout cas les inflorescences et dérivés, sans préoccupation de la teneur en THC. Donc c'est exactement la situation dans laquelle était la France avant d'être condamnée par la CJU et de voir ses textes annulés. Donc on voit que l'Italie fait le chemin inverse. En Allemagne, j'ai trouvé une évaluation par un organisme qui conduit à mettre en évidence des effets délétères assez forts du CBD, avec une exposition assez forte estimée. Voilà. Et à l'inverse, au niveau UK, manifestement, il y a une réglementation assez précise qui va peut-être voir le jour en 2025. On sait qu'on aurait une dose de CBD à 10 mg et la question qui reste, c'est quelle teneur en THC et puis quelle mention d'étiquetage prévue par ces produits. Alors, quel conseil vous donner ?
si ce n'est de faire très très attention, parce que là on est dans une double lame, j'ai envie de dire, hein, la lame novel food plus la lame problème de sécurité. Donc c'est pas un sujet sur lequel on a envie de s'engager comme ça. C'est pas le plus facile. C'est encore moi là. Ah ouais. Ça doit en avoir marre peut-être. Alors sur tout ce qui est information des consommateurs, à l'inverse de ce qu'on disait sur la composition, il se passe beaucoup de choses. Là, il y a assez peu d'évolution autour du règlement INCO. Une exonération d'étiquetage de l'allergène moutarde pour des additifs. On sait que la Cour des comptes européenne a publié fin 2024 un rapport dans lequel elle invite fortement la Commission européenne à avancer sur les sujets qui sont pour l'instant, qui font l'objet, on va dire, comme dit la Cour des comptes, de lacunes, avec tout ce qui tourne autour de la contamination croisée des allergènes, l'étiquetage de l'origine, et puis en dépassant INCO, en se positionnant aussi en disant il faut avancer sur les allégations de santé en attente. Et puis il y a tout un blabla sur la multiplicité des labels, le fait qu'effectivement on ait de plus en plus d'informations, que le consommateur se retrouve perdu. Mais ça, ce ne sont pas des constats nouveaux, hein. C'est déjà des constats qu'on avait au moment de la négociation sur le 2011. Donc rien de nouveau sous le soleil, mais malgré tout, quelque chose qui se renforce. Et puis la volonté aussi exprimée par la Cour des comptes de renforcer les contrôles par les États membres, notamment sur tout ce qui tourne autour des mentions volontaires. Et la meilleure prise en compte d'Internet, ça aussi c'est du classique. Pour autant, est-ce que la Commission européenne va se saisir du sujet? Rien n'est moins sûr. Alors bien évidemment, elle a dit qu'elle était tout à fait d'accord avec les conclusions de la Cour des comptes et qu'elle allait faire le nécessaire. Néanmoins, il y a quelques jours, elle a publié sa vision, je ne sais plus, sur pluriannuel, je ne sais plus, 2025-2027, quelque chose comme ça, sur l'agriculture et l'alimentation, et il n'y a absolument rien sur l'étiquetage. Alors le seul... ni sur les allégations de santé d'ailleurs. La seule chose qu'on voit, c'est la Green Claims Directive, donc la directive sur les allégations environnementales, mais il n'y a absolument aucune mention de réglementation spécifique, ni d'ailleurs novel food, complément alimentaire. Donc, assez peu d'espoir, on ne sait jamais, hein, bien évidemment, de ce qui peut se passer, mais voilà, ça ne laisse pas penser que la Commission a envie de se saisir à bras-le-corps du sujet. Alors, un petit point aussi, alors ça ne concerne pas spécifiquement les compléments alimentaires, loin de là, mais je voulais quand même que vous en parliez très très rapidement. Cet été, la DGCCRF a mis en place un petit logo, une petite démarche Origine Info. C'est une démarche volontaire, donc on a un cahier des charges qui définit un peu les critères à respecter. Et puis surtout, voilà, elle est associée à différents logos. L'objectif, c'est de mettre en avant l'origine. Alors, non pas des ingrédients, ça c'est bien important, mais c'est juste des matières premières agricoles qui sont mises dans une norme alimentaire et voilà, qui sont illustrées au travers de 3 logos. Là, c'est le deuxième avec la matière première agricole qui est utilisée dans le produit et puis le pays d'origine. Donc 3 façons différentes de l'étiqueter, mais globalement c'est un peu le même type d'information qui est donnée. Ce que vous devez retenir, c'est que c'est volontaire, c'est des matières premières agricoles contenues dans les produits alimentaires. Voilà. Donc si vous voyez fleurir ça dans les rayons, ne vous étonnez pas. C'est issu des recommandations du CNC à l'époque. Alors sur les allégations de santé, pas grand-chose non plus de nouveau sous le soleil. Alors, ce qui est important de noter, c'est la machine arrière qui est faite sur la monacoline, hein, puisque les allégations de santé sur la monacoline étaient autorisées de longue date à partir de 10 mg. On sait que dans le cadre du règlement 1925-2006 sur la sécurité, il y a eu une machine arrière en disant attention, au-delà de 3 mg, c'est pas possible, c'est dangereux. Et donc là, de fait, des allégations qui auparavant étaient autorisées ont été retirées de la liste positive, et puis il y a eu un refus d'une demande qui était mise en stand-by. Voilà. Alors c'est intéressant parce que le règlement allégation fait état de la prise en compte de la sécurité, mais en fait on voit que ça n'était pas le cas quand l'autorisation était rendue à l'époque sur les 10 mg.
ça rajoute un peu de l'incertitude, hein, mais et puis il y a une allégation refusée sur l'isomaltulose, et puis il y a d'autres avis qui sont en cours. N'hésitez pas à consulter le registre, hein, pour avoir de manière exhaustive la liste des allégations de santé autorisées et refusées. Alors là aussi, quel avenir? On a, un peu comme pour la Cour des comptes européenne, le Parlement européen qui avait rendu une résolution en disant attention, il faut absolument avancer sur le sujet. En gros, c'est de la mauvaise administration de ne pas avancer sur les plantes, les allégations de santé en attente. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le Parlement invite la Commission européenne à prendre en compte ce qu'ils appellent le contexte nutritionnel, c'est-à-dire sans aller jusqu'au profil nutritionnel, de dire attention. Mais c'est un peu d'ailleurs ce qu'on avait dans le cas de l'isomaltulose qui a été refusé, hein, le fait de dire quand vous rendez un avis, prenez en compte l'impact qu'aura le produit sur l'état nutritionnel de la population. Donc si ça conduit à consommer, si c'est une allégation qui invite à consommer des produits trop riches en énergie, sucre, voilà, prenez mieux ça en compte dans vos décisions. Mais encore une fois, est-ce que la Commission européenne va se saisir de cela? C'est rien n'est moins sûr, hein. On sait qu'il y avait un certain nombre de recours devant la Cour de justice, ou des questions préjudicielles posées à la Cour de justice de l'Union européenne qui concernaient le règlement allégation. Il me semble qu'elles ont toutes été traitées et que l'idée c'était de dire la Commission attend que tout ça soit traité pour pouvoir avancer sur le sujet. Mais encore une fois, rien n'est indiqué dans sa feuille de route. Donc, pour l'instant, il vaut mieux partir du principe qu'on reste sur les allégations de santé en attente. Et il est extrêmement important pour vous d'avoir des justificatifs à disposition des autorités de contrôle, hein, dès lors que vous utilisez des allégations de santé en attente avec vos plantes. Un petit point sur les probiotiques aussi, pour vous dire, comme vous le savez, que historiquement, la Commission européenne a toujours considéré que c'était une allégation de santé, parce que par définition, un probiotique est un micro-organisme qui confère un effet bénéfique, ce qui peut donc se comprendre, la position de la Commission européenne peut se comprendre. Après, c'est vrai qu'on peut se poser aussi la question des fibres, par exemple, parce que les fibres, par définition, c'est des molécules qui ont un effet bénéfique sur le transit. Donc, bon, voilà, c'était un sujet qui était en débat. Il y a plusieurs pays qui ont toléré l'utilisation du terme probiotique sur l'étiquetage des compléments alimentaires au titre de la description un peu générique de la catégorie de produits, notamment en France, hein, avec éventuellement des conditions, par exemple un nombre suffisant de cellules vivantes. Il faut savoir que très récemment, en décembre 2024, le médiateur européen s'est prononcé sur une plainte qui a été introduite par une association de producteurs de probiotiques et que le médiateur a considéré que la position de la Commission européenne était tout à fait raisonnable et conforme aux objectifs fixés par le règlement sur les allégations nutritionnelles de santé. Donc là encore, quel sera l'impact de cette décision, enfin c'est pas véritablement une décision, de cet avis du médiateur européen, je ne sais pas. Il n'y a pas de raison que le sujet revienne sur la table. Mais bon, là aussi, une petite inconnue sur l'avenir. Et le dernier point que je voulais partager avec vous en termes d'information, c'est cette directive sur les allégations environnementales. Là, je voulais vous en parler parce que, bien évidemment, qu'elle aura un impact assez important. En gros, si vous vous demandez ce que c'est un peu l'équivalent du règlement sur les allégations nutritionnelles et de santé. C'est-à-dire qu'en fait, une allégation, de manière générale, une publicité, une mention valorisante que l'on va mettre sur un produit va être regardée sous l'angle de la directive 2005-29 hein, sur les pratiques commerciales trompeuses, qui a été intégrée en France dans le Code Conso livre 1 sur les pratiques commerciales. Donc en gros, vous faites une communication, vous devez être capable de la justifier, vous ne devez pas induire en erreur le consommateur. Mais ça, c'est un grand principe. Et on a vu que sur un certain nombre de sujets, notamment des sujets très techniques, alors c'était le cas par exemple des allégations de santé,
c'était difficile pour une personne en charge du contrôle de dire, en regardant l'étiquetage, ou les justificatifs transmis par l'opérateur, si c'était vrai ou pas. Parce que derrière, il y avait un niveau de technicité, un niveau de savoir scientifique qui était trop élevé. Et tous les États membres n'ont pas les moyens de se doter, je sais pas moi, d'une agence d'évaluation capable d'expertiser les documents donnés par les professionnels. Donc c'est pour ça que la Commission européenne, enfin l'Union européenne s'est dotée du règlement allégation, et c'est pour ça que maintenant elle va se doter d'un dispositif un peu similaire sur les allégations environnementales. En gros, qu'est-ce que c'est, vous voyez bien l'idée de communiquer un peu sur toutes les démarches positives que peuvent avoir les entreprises, soit très concrètement sur un produit, mais même de manière plus générale sur une démarche. L'entreprise par la société, par le professionnel, voilà, pour l'association avec sa marque ou avec son procédé de fabrication, voilà, toutes les démarches, ce qu'on appelle les démarches RSE notamment, et qui ensuite veulent valoriser auprès des consommateurs. Et la question, c'est qu'est-ce que ça vaut en réalité? C'est-à-dire que, par exemple, on peut dire, moi je fais un effort, je mets moins de plastique, par exemple, dans mon produit, mais si à côté de ça, je mets une matière plus écologique, mais qu'elle vient de l'autre bout du monde et que je dis ça conduit à libérer plus de CO2, eh ben, finalement, c'est trompeur pour le consommateur. Voilà, c'est un peu l'idée. Et l'idée, c'est d'avoir une appréciation de la situation sur l'ensemble du cycle de vie du produit. Donc ça, c'est quelque chose d'éminemment complexe. Voilà. Et donc le projet de directive, bon, à l'heure actuelle, c'est qu'un projet, hein, mais voilà, il rappelle bien évidemment que il définit un peu ce que c'est que l'allégation environnementale. Il précise qu'il faut apporter bien évidemment des preuves scientifiques et qu'il faut une pertinence sur l'ensemble du cycle de vie du produit ou alors sur toute la performance environnementale de l'entreprise. Donc c'est des calculs assez complexes. Et avec une communication qui doit bien évidemment être limitée à ce qui a été prouvé. Donc tout ça, c'est assez cadré. Et ce qui est intéressant, c'est que il faudra que les allégations, alors c'est pas des listes positives comme pour les allégations nutritionnelles et de santé, mais par contre, il faudra qu'elles aient été approuvées en quelque sorte par un organisme tiers qu'on appelle le vérificateur. On ne va pas rentrer plus dans le détail parce que c'est qu'un projet de directive en l'état actuel, mais ça aura un impact important parce que par exemple, si vous dites que vous sourcez vos matières premières pour essayer d'avoir un impact limité sur l'environnement, ce genre de directive pourrait avoir un impact sur vos obligations en tout cas. Excusez-moi, je parle beaucoup. Ouais. Et donc, du coup, pour la dernière partie, on va parler de la commercialisation et notamment au niveau de la Belgique et au niveau de la France. Donc, en Belgique, on a eu la mise à jour des arrêtés royaux qui a été publiée en 2025 pour clarifier en fait la procédure de notification des compléments alimentaires, donc qui se fait via le portail, notamment via le portail FOTU. Et donc en fait, les autorités belges ont souhaité reclarifier le fait qu'aucun numéro de notification sera attribué s'il existe un doute sur le statut du produit ou s'il contient des allégations qui sont thérapeutiques, qui ont des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie. Ils ont également précisé que pour tous les compléments alimentaires destinés aux enfants de moins de 3 ans, le SPF aura besoin d'un avis du Conseil supérieur de la santé avant d'obtenir en fait le numéro de notification. Et ils ont également reclarifié sur quelles étaient les fonctions finalement du numéro de notification. Donc ils ont précisé que c'était un numéro de référence nationale. Donc il ne s'agissait pas d'une autorisation de mise sur le marché, qu'il ne s'agissait pas non plus d'une preuve de conformité en cas de reconnaissance de statut, et que le numéro de notification ne peut pas être utilisé dans le cadre de la reconnaissance mutuelle. Donc voilà, c'était la nouveauté de début 2025 sur ces arrêtés en Belgique au sujet de la notification. Et donc en France, on a désormais le portail Complalim qui a remplacé Téléicar, donc qui servait à déclarer les compléments alimentaires
alimentaire en France. Et donc sur ce portail, vous avez maintenant accès à une nouvelle fonctionnalité qui c'est la recherche d'ingrédients. Donc en fait, vous pouvez, c'est une sorte de base de données finalement, vous pouvez aller regarder si votre ingrédient est accepté. Par exemple, sur les plantes, vous allez pouvoir regarder quelle partie de plante est acceptée ou non. Donc ce qui vous permet de faire un check préliminaire avant de vous lancer directement dans la déclaration. Donc ça, c'est une des nouveautés principales. Et puis, c'est un service qui continue à être amélioré de mois en mois, en fait. Et maintenant, il est possible, par exemple, de mandater une entreprise pour faire des déclarations. Il est aussi possible d'abandonner une déclaration, chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Et donc, il y avait aussi un enjeu de transfert des déclarations entre Téléicar et Complalim. Donc, jusqu'alors, l'historique était consultable sur Téléicar. Et donc, ils sont en train là de faire le transfert des déclarations qui sont déjà faites vers Complalim. Alors, normalement, ça devait être terminé fin d'année 2024. Mais d'après les dernières informations qu'on a, normalement, il devrait se finaliser au cours du premier trimestre 2025. Ok, c'est encore vrai. Non, c'est la dernière. Oui, je voulais juste évoquer avec vous les contrôles. Alors, on n'a pas de boule de cristal pour vous dire précisément ce qui sera vérifié, puis c'est pas l'objectif. Moi, ce que je voulais surtout vous dire, c'est vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Globalement, comme je vous le disais, la mission sécurité sanitaire des aliments sur toute la partie végétale relevait avant de la CCRF et elle a été transférée totalement à la DGAL, qui s'occupait déjà de la partie origine animale, pour faire les choses un peu simplement, et avec l'idée d'avoir une séparation sécurité d'un côté pour la DGAL et loyauté de l'autre pour la CCRF. Et donc, le bébé complément alimentaire est parti avec l'eau du bain, comme on dit. Voilà. Et donc, c'est la DGL qui a récupéré le sujet. Et de fait, il lui faut porter maintenant des sujets qu'elle ne connaissait pas. C'est-à-dire que la DGL avait une connaissance très approfondie de tout ce qui touche à l'hygiène, notamment sous l'angle microbio, mais un peu moins sur tout ce qui était contaminants chimiques. Et puis, bien évidemment, un monde nouveau avec les compléments alimentaires, les métabolites secondaires, des choses qu'elle n'avait pas l'habitude de regarder. À l'inverse, la DGCRF, elle s'est recentrée sur tout ce qui était communication, allégation, donc loyauté, mais elle avait mis de côté un peu toute la partie composition au sens tromperie, c'est-à-dire falsification, substitution de matières premières. Parce que potentiellement, il peut y avoir un impact sur la santé, sur la sécurité des produits. Et donc, l'idée, c'était un peu de clarifier aussi les choses avant d'avancer. Donc, il y avait un temps, c'est ce que je vous mets là, il y avait un temps d'adaptation qui était nécessaire aux deux administrations pour bien préciser les périmètres. Et j'ai envie de dire, ce temps est fini. Voilà, back to basics. Clairement, la DGL va enrichir ses plans de contrôle et ses plans de surveillance en intégrant notamment tout ce qui est hygiène, mais aussi les contaminants chimiques et également des molécules à risque. On parlait tout à l'heure des HAD ou du CBD par exemple. Donc les spécificités des compléments alimentaires ont bien été intégrées par la DGAL. Et côté CCRF, là où ces dernières années, les plans de contrôle ciblaient spécifiquement les allégations, je pense que l'idée va être d'élargir un peu la réflexion et de revenir à des préoccupations de consommation avec des problématiques de falsification, de substitution d'ingrédients, comme on avait pu le faire par le passé sur le curcuma par exemple. Voilà. Donc, encore une fois, pas de scoop, mais juste pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé ces dernières années et ce vers quoi on va aller, c'est-à-dire une couverture complète des problématiques, là où pendant peut-être 2-3 ans, il y avait eu un petit trou. Sachant que vous, votre interlocuteur, ça sera toujours localement la DDPP, puisque les services sécurité sanitaire des aliments et les services CCRF sont inclus
au sein des DPP ou d'ex-PP selon les départements, mais ça sera a priori la même administration locale. Voilà, en conclusion, je vais aller assez vite parce qu'il est tard, hein, on a dépassé un peu le temps imparti, mais voilà, par rapport à tout ce qu'on vous a dit, ce qu'on peut voir, c'est que, j'ai envie de dire, comme de manière très très générale dans le monde, on est soumis à beaucoup d'incertitudes en ce moment. Beaucoup d'activités, beaucoup d'actualités, beaucoup de textes dans le domaine des ingrédients, avec des préoccupations évidentes, on vous l'a dit. À l'inverse, l'incertitude aussi, mais parce qu'il ne se passe rien, pas grand-chose à l'horizon. Je caricature un peu, mais c'est pour vous donner quand même les grandes tendances. Pour tout ce qui relève de l'étiquetage et des allégations. Mais dans les deux cas, beaucoup d'interrogations. On ne sait pas trop vers quoi veut aller la Commission européenne parce que tout ça est très très lié. Le sujet des plantes, qu'il s'agisse d'article 8 du règlement 1925-2006 ou des allégations de santé en attente, avec la problématique de frontières aussi avec le médicament, tout ça. On n'a pas je dirais, de politique globale de la Commission européenne exprimée sur le sujet, donc c'est très difficile de savoir où on veut aller. Au niveau national, on voit qu'on a une orientation plutôt restrictive, voire ce que j'ai mis conflictuelle, parce que de fait, ça va générer des difficultés par rapport aux problématiques de libre circulation des marchandises. Peut-être pas dans 2025, mais dans les années à venir, c'est évident que c'est ce qui risque de se passer. Et dans ce contexte-là, dans cette année, je ne vais pas appeler ça une année de transition, parce que j'ai l'impression que toutes les années sont des années de transition, mais en tout cas, dans cette année d'incertitude encore, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, soyez solide sur vos bases, ayez des éléments, maîtrisez bien vos produits, leurs caractéristiques, ayez des éléments à l'appui de la démonstration de la sécurité. Je pense par exemple aux populations à risque, enfants, femmes enceintes, si besoin. Et puis, il y a aussi des justificatifs. En gros, pour démontrer que vous avez une démarche professionnelle et que vous êtes de bonne foi quand eh bien, vous mettez en place une composition, que vous mettez en place un étiquetage, etc. Et voilà, bien évidemment, nous sommes là pour vous aider dans cette démarche et n'hésitez pas à faire appel à nos services. C'est la petite page de publicité. Je suis encore en période d'essai, donc c'est important. Je rigole. Ouais. Voilà, on a eu pas mal de questions. Alors, je ne sais pas du tout. C'est mon premier webinaire. Je ne sais pas comment on procède. Enfin, je veux dire des questions en amont avant. Si on veut lancer le chat. D'accord. Du coup, qu'est-ce qu'on avait? Est-ce qu'un note nouvelle infood est par défaut note nouvelle infood supplémentée, vice versa? Alors, de manière générale, le Novel Food Catalogue est assez détaillé sur ces aspects en distinguant ce qui n'est pas nouveau, note nouvelle. Et quand on dit note nouvelle and food, c'est pour tout, y compris les compléments alimentaires. Quand on n'a que des données sur un usage dans les compléments alimentaires, c'est note nouvelle in food supplement. Donc là, c'est que compléments alimentaires. Mais par contre, voilà, ça ne peut pas être extrapolé à d'autres denrées alimentaires. Ce qui pose question d'ailleurs, parce que de fait, on va avoir des situations où vous allez dire, bah oui, mais si c'est pas nouveau seulement dans les compléments alimentaires, je voudrais que mon produit devienne un complément alimentaire, alors qu'il n'a peut-être pas vocation à l'être. Les effets de bord. On avait une question aussi sur doit-on attendre la réponse de Complalim si le produit déposé est en accord avec l'article 15 sans restriction? Alors, juridiquement, non. Non. Voilà. Non. L'article 15, c'est une notification, c'est une information qui est donnée à l'administration. Alors, c'est sûr que historiquement, moi je dis historiquement d'expérience, on a toujours cette question de se dire, oui, mais si jamais à l'issue de la déclaration, on a un élément négatif, oui, c'est sûr. S'il y a un doute, il vaut peut-être mieux attendre, mais juridiquement, c'est une déclaration qui est faite, une information qui est faite à l'administration. On n'a pas de risque juridique à mettre un produit juridique, hein, commercial ou économique, je ne sais pas, mais en tout cas juridique, à mettre un produit sur le marché sans attendre la réponse de l'administration.
Il y avait une autre question sur les avertissements concernant les plantes. Si, pour la question, c'est effectivement, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. On a maintenant des avis de l'ANSES qui disent, voilà, il faut s'appuyer sur les recommandations de l'EMEA sur un certain nombre de plantes et il faut mettre des avertissements. Il faut bien garder en tête que ces avertissements n'ont pas d'appui juridique. Il faut bien distinguer les choses. Juridiquement, vous n'avez aucune obligation. Après, là, vous avez la science qui vous dit voilà ce qu'on sait ou voilà ce qu'on ne sait pas. Et ça, c'est important parce que dans un certain nombre de cas, le MEA dit on a peu de données, on n'a pas de données. Donc, en l'état actuel des choses, on recommande de ne pas utiliser chez les enfants ou les femmes enceintes. Si vous, de votre côté, vous avez, et c'est là où je rappelais la complexité aussi des plantes, des préparations de plantes, etc. Si vous avez des éléments qui étayent la sécurité d'emploi, vous pouvez tout à fait essayer de le justifier. C'est pas, on ne peut pas juridiquement vous dire cet avertissement n'est pas là, dont votre produit n'est pas conforme juridiquement, dont vous ne pouvez pas mettre sur le marché. On peut vous dire attention, on sait que scientifiquement il y a une absence de données sur cette population et on recommande de mettre cet avertissement. Et si vous avez des éléments qui disent le contraire, on peut tout à fait entamer des démarches pour convaincre l'administration. Okay, on a une dernière question. Quels sont les principaux défis rencontrés par les entreprises du secteur des compléments alimentaires dans l'application des nouvelles réglementations? C'est un peu vaste. Je pense que le principal, c'est ce qu'on essaye de faire passer au travers de ce webinaire, c'est cette incertitude qui est pas évidente parce que quand vous avez une politique générale qui est connue, ça, vous pouvez vous dire, bon, bah, ça, je ne sais pas très bien, je n'ai pas encore le texte, mais quand même, quand vous savez la politique générale que va mener l'administration, vous savez à peu près à quoi vous en tenir. Alors, au niveau national, on sait que la DGL souhaite avoir une approche relativement restrictive, en s'appuyant sur les avis de l'ANSES, qui eux-mêmes font état de beaucoup d'incertitudes scientifiques. Donc ils disent on ne sait pas, donc on recommande de ne pas. Et comme je vous dis, la DGL, elle suit les avis de l'ANSES. Donc au niveau national, ça sera assez restrictif, mais au niveau européen, on ne sait pas. Et moi, c'est plus ça qui m'embête, c'est que ça fait quand même maintenant presque 15 ans quand même qu'on a des échanges au niveau européen sur les plantes, par exemple, et on ne sait pas quelle est la politique de la Commission européenne en la matière. On ne sait pas si elle va à un moment dire bah oui, ok, la tradition, c'est un élément légitime, aussi bien dans l'évaluation des allégations que de la sécurité d'emploi, ou alors non, il faut un niveau élevé de preuve, plus élevé que pour le médicament, et auquel cas, ça sera là aussi très restrictif. Et c'est plutôt ça, moi, c'est pour ça, pour moi, c'est ça, c'est avancer dans l'incertitude. C'était bon, il y a pas l'air d'avoir une nouvelle. En tout cas, j'espère que ce webinaire a répondu à vos attentes. Comme vous pouvez le voir, on en a un certain nombre d'autres qui vont arriver dans le courant de l'année. On a un webinaire un peu similaire à celui qu'on vient de faire, mais dans une version anglaise, avec une orientation un peu moins franco-française. Un webinaire sur les produits cosmétiques, en français et en anglais. Sur les denrées destinées à des fins médicales spéciales, avec toutes les problématiques autour du statut, et puis de la même façon autour des dispositifs médicaux. Jusqu'en juin, et puis après, j'imagine que dans le deuxième semestre, il y en aura d'autres. Ouais. Voilà. Mais continuez à nous suivre et puis à faire appel à nous. Voilà. On sera content de vous répondre. Merci bien, au revoir et bonne fin de journée. Au revoir.